Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, journaliste à RFI, spécialiste du Golfe arabo-persique, et nous allons aujourd'hui parler de l'Arabie Saoudite, de Mohammed Ben Salman et ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Khashoggi. Olivier Dallage, bonjour. Bonjour. Alors, on avait beaucoup parlé dans un premier temps du caractère modernisateur de Mohammed Ben Salman, et puis qu'il allait permettre aux femmes de conduire, qu'il allait ouvrir l'économie, qu'il allait lutter contre les formes les plus rétrogrades de l'islamisme saoudien. Et puis après, il y a eu un peu d'inquiétude sur un comportement jugé autoritaire. On enferme les dignitaires dans un hôtel au Ritz-Carlton pour leur faire, si ce n'est rendre gorge, du moins rendre de l'argent. Et puis aussi un comportement international, et puis un peu critiquable par sa brutalité. Et arrive l'affaire Khashoggi, et là, effectivement, tout semble voler en éclats. Alors, l'image vole en éclats, le vernis dont les agences de communication qu'emploie l'Arabie Saoudite ont recouvert le personnage aussi, ça ne retire rien à sa volonté de moderniser le royaume, qui est très certainement réelle. Simplement, il s'y prend d'une façon qui ne peut pas marcher, qui est autoritaire, qui est brutale, comme vous l'avez dit. Oui, c'est vrai qu'il a donné aux femmes l'autorisation de conduire, ce qui mettait fin à une anomalie qui durait depuis des décennies, l'Arabie Saoudite étant le seul pays qui leur interdisait. Oui, il veut combattre l'établissement religieux qui domine en Arabie Saoudite. Oui, il veut des investissements privés. Mais il fait ça tout seul, avec un petit groupe de séides, en ayant écarté tous ceux qui auraient pu lui apporter leur soutien, y compris notamment les femmes qui avaient milité pour le droit de conduire. Et donc on retrouve un personnage qui se comporte comme un dictateur autoritaire, avec certes du pouvoir, mais un pouvoir qui s'étiole parce qu'il a quand même pas beaucoup de relais, à part ses très proches. Si on revient sur l'affaire Khashoggi, donc ce journaliste qui était au cœur du système, qui a pris ses distances avec le système, donc il le connaît bien, qui s'est exilé à Washington, où il avait un éditorial, une colonne dans les pages du Washington Post, et donc il devenait critique du régime, et donc il se rend au consulat à Istanbul pour obtenir un papier nécessaire à un mariage. Il ne ressort pas. Première version, il est parti, on ne sait pas où il est. Et deuxième version, il y a dû y avoir un problème. Troisième version, voilà, une bagarre contre les gardes du corps. Il a dû recevoir un mauvais coup de poing. Ce qui est frappant dans ce récit, au-delà du caractère horrible de ce qui s'est passé au vu de ce que l'on semble connaître sur cela, c'est l'amateurisme dans les explications, comme si le monde extérieur n'existait pas et comme si tout pouvait être gobé par le monde extérieur. C'est l'amateurisme dans les explications, c'est l'amateurisme dans la réalisation, diront les cyniques qui travaillent sur les services secrets. On a deux équipes qui arrivent en vol quasiment direct d'Arabie Saoudite, ensemble, en groupe et avec leur identité réelle, parmi lesquels des proches de l'équipe de Ben Salman, et l'espionnage très sophistiqué des Turcs a fait le reste. Oui, c'est de l'amateurisme dans tout, mais ça s'explique en fait par un sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité, il a deux raisons. La première, c'est que son père, le roi Salman, lui a donné carte blanche pour tout faire depuis 3 ans et demi, pratiquement 4 ans. La deuxième, c'est que les Occidentaux, États-Unis en tête, mais la France et la Grande-Bretagne aussi, ont regardé de l'autre côté quand elles n'ont pas directement coopéré avec l'Arabie Saoudite dans les bombardements du Yémen. Et donc on se trouve avec, d'une part, quelqu'un qui se dit, puisque les Occidentaux me laissent faire, ils vont pas se mêler d'une affaire strictement intérieure saoudienne. Après tout, Khashoggi était un sujet saoudien. Comme d'ailleurs l'était, du point de vue de Ben Salman, le premier ministre libanais, Rafik Hariri. Et puis il faut se rappeler que du point de vue de l'Arabie Saoudite, le Yémen, c'est la cour intérieure de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'est des problèmes internes dont les étrangers n'ont pas à se mêler. Et d'ailleurs, ils ne s'en sont pas mêlés jusqu'à présent. Et ça amène une comparaison que peut-être certains trouveront excessive, mais on pense à l'intervention irakienne au Koweït. Parce que pendant des années, les Occidentaux ont soutenu Saddam Hussein contre l'Iran. Saddam Hussein qui était présenté comme un moderniste, tiens, ça rappelle quelque chose. Un laïc, tiens, ça rappelle quelque chose. En plus, il avait eu la bonne idée de faire sa révolution un 14 juillet, donc les Français adoraient ça. Et c'était le rempart contre l'Iran, également. Mais exactement. Et c'est aujourd'hui ce que l'on entend ouvertement aux États-Unis et sotto voce dans certains milieux européens, y compris français. L'Arabie Saoudite, aussi détestable soit-elle à certains
égards et ce qui nous protège de l'expansion iranienne. Et donc, on a des gens très ambitieux, très autoritaires, qui ont beaucoup de pouvoir, et à qui les Occidentaux donnent le sentiment que rien ne peut les arrêter. Donc ils ne s'arrêtent pas. Mais alors, ça ne montre pas quand même une sorte de méconnaissance du monde extérieur où finalement, comme tout est passé auparavant, on se dit que ça continue, parce que s'il y a toujours en fait une limite quelque part. Et là, la limite a été franchie. Comment expliquer que soit tout ce qui s'est passé auparavant était acceptable et là tout d'un coup ça ne l'est plus, soit ce prince et donc ses conseillers ou ne serait-ce que ceux qui l'entourent, où il paraît qu'il paye très chèrement d'immenses agences de communication. Il y a des gens qui sont payés pour chanter ses louanges de moralisateur, que personne ne l'a dit que non, là quand même ça ne passerait pas. Mais je crois qu'il n'écoute aucune critique. Il n'accepte aucune critique. Et on pouvait penser dans un premier temps qu'il n'acceptait pas les critiques fortes. On se rend compte qu'il n'accepte aucune critique du tout. Et que même le fait de ne pas chanter ses louanges est pris comme de la défiance. Enfin, c'est tout ce qui revient d'Arabie Saoudite. On revient un instant à Jamal Khashoggi. Il n'était pas du tout programmé pour être un dissident. Et d'ailleurs... il n'était pas contre le régime, il s'est élevé contre la pratique de Mohammed Ben Salman. Il s'est bien gardé de critiquer le roi ou la monarchie saoudienne en tant que telle. Et d'ailleurs, rien ne permet de penser qu'il voulait un changement de régime. Il a été poussé dehors en quelque sorte, peut-être par dépit de ne pas être écouté comme il l'avait été par les prédécesseurs, et aussi en voyant ses amis arrêtés les uns après les autres, donc il a préféré partir. Il aurait pu se taire, il a choisi de parler, et on dit qu'il était sur le point de créer un mouvement politique d'opposition. C'est peut-être ça la ligne rouge qui a justifié, entre guillemets, son élimination par le pouvoir saoudien. On dit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Vous dites que le roi passe tout à son fils, mais on entend aussi que là, par rapport à la crise que cela a créée, la tempête de protestation, le roi pourrait un peu se rendre compte que les choses ne vont pas aussi bien. Est-ce que cela pourrait remettre en cause l'ordre de succession prévu en Arabie Saoudite ? Franchement, toutes les questions sont ouvertes. Je dirais simplement que c'est une question qu'on ne se posait pas il y a 4 semaines et qui aujourd'hui est posée. Il semble que pendant le mois que le prince a passé à l'étranger, quelques temps en Europe et puis 3 semaines aux États-Unis au mois d'avril-mai dernier, le roi a rencontré et consulté des gens, alors que jusqu'à présent, son accès leur était interdit par le prince Mohammed Ben Salman qui verrouille strictement les accès téléphoniques et physiques à son père. Et que là, ce qui est quand même énorme. Enfin, c'est absolument énorme. Et que là, il s'est rendu compte que certains projets, notamment les déclarations sur Israël et Jérusalem, ne passaient pas très bien. Et il y a eu le sommet arabe qui a été rebaptisé sommet de Jérusalem à l'instigation du roi, que la privatisation de Saudi Aramco n'était pas préparée correctement, et donc ça a été suspendu, peut-être même complètement interrompu, on ne sait pas encore. Et dernièrement, le roi a envoyé le gouverneur de la Mecque, qui n'est pas du clan Salman, mais qui est un proche, à plusieurs reprises en Turquie, voir ce qui se passait. Et il est revenu avec un message sensiblement plus pessimiste sur la perception extérieure que ce que jusqu'à présent le prince remontait à son père. Mais ira-t-il jusqu'à le destituer pour mettre quelqu'un d'autre ? On ne sait pas. Et Mohammed Ben Salman a remplacé quand même pratiquement tous les responsables de l'armée et de la sécurité. Est-ce que ça suffit pour tenir un pays quand on s'est mis à dos la totalité de la famille royale et qu'en plus on montre qu'on est prêt à sacrifier les gens qu'on envoie faire le sale boulot? Peut-être que ça posera des problèmes de loyauté au sein de l'armée et des forces de sécurité. Est-ce que vous pensez que Mohammed Ben Salman lui-même a réalisé l'ampleur de la catastrophe qu'il a lui-même créée et qu'il pourrait changer de politique ou que c'est son tempérament et qu'on ne se refait pas quand on est prince héritier à 33 ans? Les deux. C'est-à-dire qu'il a pris conscience évidemment de l'ampleur du choc mondial que ça représentait, mais il trouve ça profondément injuste, il ne comprend toujours pas. Il semblerait qu'il ait eu une conversation extrêmement houleuse au téléphone avec Jared Kushner, le gendre et principal conseiller du président Trump, en menaçant d'aller voir ailleurs. Il y avait d'ailleurs eu un de ses proches dirigeants de la chaîne de télévision Al Arabiya qui laissait entendre qu'on allait ouvrir une base russe dans le nord de l'Arabie Saoudite, faire passer le prix du pétrole à $200 le baril et faire affaire avec les Chinois à la place des Américains. Ça n'est évidemment pas crédible une seconde, mais je crois que ça correspond au tempérament réel de Ben Salman.
La deuxième partie, c'est que oui, il a été obligé de prendre en compte certaines réalités. La semaine dernière, à Riyad, il a fait l'éloge du Qatar, ce qui est quand même un changement assez étonnant, même si ça concernait que l'économie du Qatar. Bref, le chantage du président Erdogan, qui a manifestement des enregistrements et toutes les preuves de l'implication de Ben Salman dans ce meurtre au consulat, ont amené Ben Salman à faire des concessions. On dit qu'il y aurait une levée prochaine du blocus du Qatar, tout ça est possible, mais le tempérament, il est toujours là. C'est-à-dire que dès que la pression se relâchera, il n'y a rien qui permet de penser que Mohamed Ben Salman deviendrait plus modéré. Vous pensez qu'il va réellement, donc des noms ont été cités, ses proches conseillers, ses hommes de main, qui seraient responsables de l'assassinat de Jamal Khashoggi, et donc est-ce qu'il acceptera qu'il soit jugé en Turquie, ou est-ce qu'il y aura non, c'est déjà refusé. Le ministre des Affaires étrangères, Adel Jouber, a dit qu'ils seront jugés en Arabie Saoudite. Et donc ils seront jugés, puis on ne saurait pas ce qui sera devenu, mais enfin, il faudra quand même qu'ils ne disent pas tout ce qu'ils savent. Le principal conseiller Kahtani a été démis de ses fonctions et 2 jours plus tard, il a été nommé à la tête de la lutte contre le cybercrime, ce qui est en fait un instrument de propagande saoudien, donc la punition n'est pas trop sévère. Il doit toujours le conseiller en privé. Pour la petite histoire, c'est lui qui est censé avoir téléguidé par Skype la torture et l'assassinat de Jamal Khashoggi en disant « apportez-moi la tête de ce chien » après des échanges d'insultes. Non, on ne saura pas ce qui se passe. Cela dit, le procureur... s'il faudrait qu'il y ait un procès quand même. Les procès saoudiens ne sont pas publics. Il est probable quand même que tout le monde s'en satisfasse pas. Mais si la Turquie obtient ce qu'elle est très certainement en train de négocier actuellement, les preuves enregistrées dont on dit qu'elles existent et qu'elles sont nombreuses, vraisemblablement ne seront jamais publiées. Donc là, le président Erdogan a distillé au goutte à goutte, comme un supplice ottoman, jour après jour, les preuves indirectes dont il disposait, amenant l'Arabie Saoudite à changer de version au fil des jours et à céder du terrain. Si il y a des investissements très importants en Arabie Saoudite qui sont annoncés, si le blocus du Qatar est lâché, si les frères musulmans ne sont plus poursuivis comme terroristes, bref, toutes les demandes essentielles de la Turquie sont satisfaites par l'Arabie, on fermera ce dossier, on passera à autre chose. Comment expliquer que ce qui étonne beaucoup de monde, ou ce qui fait beaucoup de protestations, c'est qu'il y a des milliers de morts au Yémen. On a chaque jour des images plus terrifiantes de ce qui se passe au Yémen du fait de l'action de l'Arabie Saoudite et des bombardements, et que ce qui se passe au Yémen suscite moins de protestations que la mort, même horrible, d'un seul homme. Alors le Yémen n'a jamais beaucoup intéressé les gens parce que on dira toujours que c'est stratégique, mais tout est stratégique sur cette planète, mais c'est quand même pas un pays central dans la grande politique mondiale. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les Saoudiens ont toujours fait savoir que c'était leur arrière-cour et qu'il fallait pas venir... ils étaient les seuls à pouvoir interférer dans le jeu yéménite, s'ingérer au Yémen. Mais on pourrait dire aussi que la mort de Khashoggi, et spécialement dans les circonstances qui l'ont accompagné, c'est-à-dire dans un consulat qui est un lieu de protection, avec ce qu'on a appris sur la torture et toute cette organisation, ça a été la goutte de trop. C'est-à-dire que il y a de l'indignation qui montait, qui n'atteignait pas les gouvernements, mais en dessous, les parlementaires américains commençaient à se préoccuper de plus en plus du Yémen. Il y a des campagnes de presse quand même qui sont pas totalement négligeables sur cette tragédie épouvantable. On sait même pas combien il y a de morts au Yémen. On a répété pendant des mois que c'était 9000. Je pense qu'on a atteint 16000 et certains parlent même de 50 000. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a une famine, il y a le choléra, c'est épouvantable. Il y a des images terribles, les photos qui circulent sont absolument terrifiantes. Et donc, la mort de Khashoggi a, d'une certaine manière, mis le dossier yéménite presque au cœur de l'actualité, ce qu'elle n'était pas avant. Mais c'est aussi parce qu'il était journaliste, et que donc les médias se sont sentis plus concernés. Journaliste, résident américain, très proche des think tanks américains et peut-être même des services de renseignement. C'est-à-dire que il y a toujours un problème d'identification pour les intellectuels, les médias, les politiques occidentaux. Khashoggi était considéré comme l'un des nôtres. Parce qu'il parlait l'anglais, parce qu'il se mouvait avec aisance dans tous ces milieux. Je pense que s'il n'avait été que arabophone et qu'il n'avait pas ces contacts, ce serait passé par pertes et profits. Est-ce qu'on peut aller à une crise pétrolière plus grave? Mohamed El Salman a menacé que le baril de pétrole pourrait monter à $200. Est-ce que l'Arabie Saoudite est vraiment l'acteur clé sur le marché pétrolier et est-ce qu'elle a vraiment les mains libres là-dessus ou est-ce que ce sont des menaces en l'air et qu'en fait il y a quand même d'autres paramètres qui jouent et que l'Arabie Saoudite, même pour importante qu'elle soit, n'a pas toutes les clés en main?
Non, elle n'a pas toutes les clés en main. Ou plus exactement, elle a les clés, mais elle pourra pas s'en servir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Arabie Saoudite reste quand même le pays qui détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, et l'un des principaux exportateurs. Cela étant, ce sont des menaces creuses. C'est-à-dire que si vraiment l'Arabie Saoudite coupait la production de pétrole, ce serait un casus belli pour beaucoup de pays, même si les Américains ne dépendent plus directement des livraisons de pétrole, ça n'est pas imaginable. Mais en même temps, elle-même n'aurait plus de revenus, donc elle ne peut pas le faire. C'est l'autre aspect, c'est-à-dire que Mohammed Ben Salman, tout son pari est essentiellement économique, et il veut attirer les investisseurs. Il s'y est pas très bien pris en mettant en prison les hommes d'affaires et en organisant ça, mais toute l'idée est que les revenus du pétrole ne sont pas éternels, il faut changer l'économie, et si du jour au lendemain, sans avoir changé l'économie, on les prive des revenus actuels, il y a de très sérieux troubles à attendre en Arabie. Non, la cause actuelle de la hausse des prix du pétrole est liée à la tension autour de l'Iran principalement, pas uniquement mais principalement, mais non pas aux menaces saoudiennes qui d'ailleurs n'ont pas fait changer du tout le cours du baril dans les jours qui ont suivi. Alors, en termes diplomatiques, les Saoudiens, quand même, et même s'ils n'ont pas une très bonne image, c'est moins que l'on puisse dire, dans les opinions publiques, occidentales ou ailleurs, en termes diplomatiques, finalement, les États-Unis n'ont jamais été aussi proches de Riyad. Les Européens sont quand même également très proches, et on peut dire qu'y compris la France, dans la querelle entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, endosse plutôt la version saoudienne que la version iranienne, et même la Russie et la Chine ont des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, donc on peut dire que d'un point de vue diplomatique, finalement, malgré une image pour le moins négative, les Saoudiens se débrouillent pas trop mal. Ils se débrouillent pas trop mal parce que, en effet, leur pétrole est indispensable. En fait, les Occidentaux aimeraient bien garder de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et, si possible, que Ben Salman soit mis au placard. Ça, c'est entre les mains de son père, le roi. Et comme ça n'arrive pas pour le moment, ils sont extrêmement embarrassés. Il a quand même fallu attendre 13 jours après l'assassinat de Khashoggi pour que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne publient un communiqué commun qui ait un peu de signification. Alors que le lendemain de l'annonce par la presse turque de l'assassinat de Khashoggi, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un peu plus de 3 semaines, le Quai d'Orsay était aux abonnés absents, mais ils ont quand même publié un communiqué sur un autre sujet, ce qui montre bien l'embarras. Oui, tout le monde est très sur l'affaire embarrassé. Skripal, la tentative d'assassinat imputée aux Russes d'un ancien espion russe, les réactions étaient beaucoup plus immédiates. Absolument. Et j'ai omis de préciser tout à l'heure parmi les causes du sentiment d'impunité dont se prévaut Mohammed Ben Salman, le fait que le Canada, très fortement puni par l'Arabie Saoudite d'une manière invraisemblable pour un tweet critique de la ministre des Affaires étrangères, n'a reçu aucun signe de solidarité, ni des Européens, ni des Américains. Alors que normalement, on pourrait dire que s'il y avait une réaction commune, les Saoudiens seraient quand même obligés d'en tenir compte. Évidemment. Alors vous ayez parlé de l'opposition en fait d'une partie de la famille royale qui était malmenée par Mohammed Ben Salman. On sait également que l'Arabie Saoudite est un pays très jeune. Alors à la fois Mohammed Ben Salman représentait une sorte d'espoir pour cette jeunesse de passer effectivement un après-pétrole, d'ouvrir, de permettre des théâtres, le cinéma. Selon vous, où en est l'appréciation interne de Mohammed Ben Salman par les différents secteurs de ce qu'il est peut-être difficile d'appeler la société civile saoudienne, mais en tous les cas, des Saoudiens? Bon, c'est très difficile de répondre à cette question à la place des Saoudiens eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est qu'ils jouissaient d'une bonne image au sein de la jeunesse qui représente quand même 60 à 70% de la population selon ce qu'on retient comme âge. Mais disons, grosso modo, les moins de 30 ans représentent à peu près 60% de la population. C'est vrai, l'autorisation de conduire pour les femmes, l'ouverture de salles de cinéma, les concerts mixtes, les concerts tout court d'ailleurs, dont beaucoup étaient interdits, les matchs sportifs où femmes et hommes peuvent être spectateurs ensemble, voilà, tout ça était assez nouveau et passait assez bien auprès de la jeunesse. Mais ça peut changer très vite et la catastrophe en matière de communication qui a suivi l'assassinat de Khashoggi avec des versions changeantes tous les jours, ça laisse quand même beaucoup de Saoudiens extrêmement perplexes. Sur la qualité de leur gouvernance, sur le fait que... Est-ce que vous pensez que l'horreur qui a saisi les opinions dans cette affaire, dont
quand même, qui a été très largement documenté, qui a tenu la une de l'actualité pendant très longtemps, aura des répercussions sur les gouvernements occidentaux qui ne pourront plus faire comme si de rien n'était avec l'Arabie Saoudite, ou que, eh bien, on compte un peu sur la faculté d'oubli et que l'on passera à autre chose et que finalement rien ne changera. Je pense que c'est en même temps. C'est-à-dire que les gouvernements ne peuvent pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais ils peuvent pas non plus jouer dès aujourd'hui Mohammed bin Salman à la baisse comme s'il allait disparaître. Parce que si demain il est toujours au pouvoir et qu'il devient roi, ce ne sera pas oublié. Donc on aimerait bien que tout ça se tasse, mais on est bien obligé de répondre à l'opinion publique en faisant des communiqués. Et il y a beaucoup d'attentisme de ce point de vue-là de la part des gouvernements occidentaux. Est-ce que vous pensez que la pression va continuer? Est-ce que vous pensez, là, vous nous dites que bon, il y aura des investissements en Turquie, peut-être la fin du blocus du Qatar par rapport au Yémen? Quelles peuvent être les conséquences de l'affaire Khashoggi? Est-ce que les Saoudiens vont tenter une sortie? Et question corollaire, partagez-vous l'idée qui est souvent entendue que le Yémen est une sorte de Vietnam, toute proportion gardée, pour l'Arabie Saoudite? Sur le Yémen, j'aimerais croire que les gouvernements occidentaux, donc je les recite, États-Unis, France et Royaume-Uni, qui sont ceux qui contribuent militairement à cette guerre du Yémen, bon pas au même niveau, mais essayent de faire pression discrètement sur les Saoudiens pour sortir de ce bourbier. Je pense que certains doivent le dire. Je pense que les Saoudiens ne reçoivent pas ce message, ne veulent pas le recevoir. Et oui, c'est un bourbier. Ça coûte cher aux Saoudiens? Ça coûte extrêmement cher, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une des causes des difficultés économiques que connaît actuellement l'Arabie Saoudite. On parle quand même de milliards de dollars depuis le début de cette guerre qui a commencé en mars 2015. Donc combien de temps ça peut durer? Combien de temps l'économie saoudienne va supporter le coût de la guerre du Yémen, alors même que les bénéfices des privatisations et modernisations de l'économie ne sont toujours pas là, ne seront pas au rendez-vous avant longtemps s'ils le sont un jour, dans une population où quand même, on parlait des jeunes, environ 40% des moins de 25 ans sont au chômage. Donc ils attendent, c'est en fait ça qu'ils attendent de leur gouvernement. Pour le moment, le gouvernement saoudien a fait des promesses dont aucune n'a donné des résultats, à l'exception de l'autorisation de conduire pour les femmes, ce qui est très important, mais ça ne suffit pas. Vous voyez la naissance d'une opinion en Arabie Saoudite d'expression des gens qui pourraient finalement, à leur manière, faire pression sur leurs autorités. Il y a une opinion, elle s'exprime, mais de manière maintenant extrêmement mesurée, parce que la surveillance des réseaux sociaux est terrible. C'est-à-dire que on peut, pour un tweet, disparaître pour de très très longues années et des mauvais traitements en prison. Voilà, et ça arrive. Donc il faut savoir que l'Arabie Saoudite est quand même le pays du monde, je crois, où le taux de pénétration de Twitter et de Facebook est le plus élevé. Et les gens s'exprimaient, mais ils ont appris à être un peu plus prudents compte tenu de ce qui est arrivé depuis 3 ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une opinion publique et que les gens ne parlent pas entre eux. Et ça, à un moment ou à un autre, le gouvernement devrait en tenir compte, mais je dis devrait parce que la personnalité de Mohammed bin Salman, qui n'écoute que lui et ses très proches conseillers, jusqu'à présent, ne donne pas le sentiment que c'est intégré à la gestion du gouvernement. Si ils avaient décidé de supprimer des subventions au logement il y a 2 ans, et très rapidement, au bout de 2 mois, ils les ont réinstallés parce que le mécontentement montait. Donc c'est ce genre de choses qui existent. Mais ça ne fait pas une révolution, ça ne fait pas un changement de gouvernement, et pour l'instant, on ne voit pas les changements. Et donc, pour conclure, entre une grande partie de la jeunesse au chômage, des réformes à la fois nécessaires mais qui tardent à réellement être mises en œuvre, une image dégradée, est-ce que l'on peut dire que, eh bien, la situation va s'envenimer pour l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent? Franchement, on peut faire tous les paris, ou bien une initiative est prise pour sortir par le haut. Franchement, je ne la vois pas, à part le fait de remplacer le prince héritier par un autre membre de la famille, mais c'est pas sûr du tout. Les réformes, elles sont bloquées de fait pour l'instant. En tout cas, même si elles ne l'étaient pas, elles produisent pas leurs résultats. Oui, je pense que même si la crise née de l'assassinat Khashoggi passait au second plan dans les jours, semaines ou mois qui viennent. La crise structurelle, disons que elle est toujours là. Voilà, la crise est plus structurelle que conjoncturelle du fait de l'assassinat de ce journaliste. Et elle est là pour durer, à mon avis.
Merci Olivier Dallage pour l'ensemble de ces explications. On a maintenant une vision plus claire. Je renvoie à la lecture de votre livre, dont vous avez dirigé la publication, L'essor des nationalismes religieux, aux éditions Démopolis.